Dans ce premier épisode de Histoire Made in France, nous survolerons le territoire français sur une période de plus de 30 000 ans, depuis le Paléolithique jusqu'à l'Empire romain. C'est l'époque de l'âge du fer, puis celui du bronze, de la défaite de Vercingétorix face à Jules César. Notre première histoire nous fait découvrir la maîtrise artistique des hommes de Cro-Magnon. Lorsqu'on descend dans la grotte, c'est vraiment une émotion très très forte. Puis nous nous dirigerons vers la Bretagne, en forêt de Brocéliande, où des druides organisent régulièrement des cérémonies. Direction ensuite la Bourgogne, à la rencontre d'une critique gastronomique d'un genre particulier. Sa passion, c'est la cuisine gauloise. À Arles, nous irons à la rencontre des légionnaires d'Augusta VIII, un groupe de férus de l'Empire romain. Puis nous ferons étape dans le Salin d'Aigues-Mortes, où la récolte s'effectue encore de façon traditionnelle. Les Romains ont compris très vite que c'était un lieu stratégique. À Cabrières, la technique de vinification en amphore a été remise au goût du jour par une jeune vigneronne. Dans la vallée de la Vézère, en Périgord noir, vécurent les hommes de Cro-Magnon. La grotte de Lascaux fut pour eux un musée, un temple, un lieu sacré où ils dessinaient sur les parois pour célébrer et pour honorer le règne animal. C'était il y a environ 17 000 ans, à quelques kilomètres de Montignac. Ces hommes nous ont légué un patrimoine riche de centaines de peintures rupestres. Alain Dalis a toujours baigné dans cette culture qui l'a naturellement mené vers une vie d'artiste. Pendant des années, Alain a travaillé dans les ateliers qui réalisaient les reproductions de la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, avec son équipe, il recrée des parois et des peintures vieilles de plus de 32 000 ans, celles de la grotte Chauvet, découverte en 1994. Je suis natif de Montignac, donc j'ai toujours un peu baigné dans l'ambiance de la préhistoire. Vers l'âge de 18-19 ans, j'ai été guide à Lascaux 2. Et en même temps, je faisais l'école des Beaux-Arts à Bordeaux. Regarde, il y a du modelage à refaire. Parce qu'il y a quand même un trou qui est super beau là. Ouais, voilà. Ça, donc, ce truc-là, c'est... tout ça, c'est la résine ici, là. Et là, je suis vraiment à fleur de... Il vaut mieux le remodeler. Pour réaliser ces parois, il faut évidemment que le relief soit identique à celui qui se trouve dans l'original. Donc il y a un scanner qui a été fait de la grotte. On utilise ce scanner pour fraiser dans du polystyrène tous les reliefs. Ensuite, on moule ces reliefs-là. On obtient des coques, c'est ce que vous voyez actuellement ici de dos, un peu partout. Et on projette des images donc, de l'intérieur pour recréer tous les petits volumes. Donc à côté, on a des petits ordinateurs qui nous permettent de bouger cette image. Et comme ça, on appréhende un peu plus les creux, les bosses, etc. On peut changer les éclairages. Si on veut avoir une peinture qui ressemble, il faut avoir un support exact aussi. Il y a des fois, vous voyez, juste un petit coin comme ça. Regarde, c'est juste des fois, juste un petit bout qui manque. Et c'est cet effet de plaque qu'il faut retrouver à chaque fois. Plutôt qu'un réseau de failles, des fois. C'est toujours cette idée de plaque. Bon, la grotte est la plupart du temps en calcaire. Il y a aussi des choses en calcite. Donc j'ai trouvé des petites recettes pour imiter ce genre de choses. Voilà. Bon, on a toujours une recherche à faire lorsqu'on travaille, parce qu'aucune paroi ne se ressemble. Donc il faut adapter à chaque fois ces recettes. La grotte Chauvet se situe à plus de 300 km à l'est de Montignac, au cœur des gorges de l'Ardèche. Pour ne pas abîmer ce site unique au monde, écrin des peintures les plus anciennes jamais découvertes, très peu de personnes sont autorisées à descendre dans la grotte. La plupart d'entre elles sont des archéologues, des géologues, des paléontologues, mais aussi quelques artistes comme Alain et son équipe. 5 personnes maximum peuvent effectuer ce voyage dans le temps, car le taux de dioxyde de carbone dégagé par les heureux élus est l'un des pires ennemis des œuvres de nos ancêtres. L'immersion préhistorique ne peut durer que 90 minutes.
on est en permanence obligé, entre guillemets, parce que c'est vraiment un plaisir, d'aller voir l'original. Hein. C'est là qu'on s'imprègne le plus des impressions. Et donc notre travail se modifie à chaque fois. Dès qu'on va voir la grotte, on retravaille sur les parois pour essayer d'affiner. C'est vraiment impressionnant. En plus, on descend une échelle, donc on arrive dans le noir, on allume notre petite lampe et là, il y a tout qui s'illumine, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ensuite, on déambule sur notre petite passerelle et c'est vrai qu'il fait sombre, on entend juste les gouttes d'eau. On arrive tout d'un coup, on découvre une roche avec une peinture, des paumes de main et c'est impressionnant parce qu'il n'y a plus d'espace-temps en fait. Et moi, la première fois que je suis sortie, j'ai pas parlé. Je pouvais plus parler. J'étais scotchée en fait. C'était... Tu vas voir. C'est vraiment magnifique. De toute façon, tout ça, on l'a pas. Hein. On a juste cette partie-là. C'est ça. En fait, Après, c'est le phénomène qui fait le reste à côté. C'est blindé de calcite, en fait. Tous les endroits où il y a de la calcite, en fait, ça manque de détails. Après, on peut pas le teinter? Si, on peut le teinter. Bah alors, c'est nickel. Nous, on a un regard de plasticien. On réagit avec notre sensibilité, quoi. Mais il y a des tonnes de connaissances que nous n'avons pas, que les géologues ont, que les préhistoriens ont. Et donc, c'est un travail vraiment de collaboration. Tu vois le rythme, là? Des coups d'éponge. Donc tout ça, il faudrait l'enlever. Des coups de spatule, ça. Ou des coups de spatule, mais il faut éviter tous les rythmes comme ça, parce que ça, c'est mortel. Il faut l'effacer, en fait. Voilà. Ouais. Et ne serait-ce qu'en l'écrasant, ça devrait s'atténuer, quoi. Il faut le faire pendant que c'est frais. Tu gagneras. Ouais, parce que sinon, tu passeras 2 fois plus de temps. Alors que là, il suffit de 2 minutes et tu vas les enlever. C'est la même chose pour ça. Donc, tu as le joint. Ouais. Nous, on ne fait que copier une œuvre. Plus on analyse ces tracés, plus on se rend compte que ce sont des maîtres qui faisaient cet art-là. C'était des gens qui avaient un savoir, un acquis. Et c'était pas n'importe qui peignait. Donc déjà, on essaye d'être assez humble par rapport à ça. On ne fait que copier. On touche au plus près possible le résultat de leur geste. Donc c'est un petit peu comme si on était eux, quoi, quelque part. Ça fait un truc assez bizarre. C'est comme si 30 000 ans et aujourd'hui, on se retrouvait soudés, quoi, si on reconstituait la ligne. Ça, c'est... Ça fait un frisson dans le dos, ça. À un moment, je demande à tous les gens qui travaillent ici d'éteindre les vidéoprojecteurs et travailler un peu avec le ressenti, quoi. Voilà, de façon à vraiment sentir ces gestes. Je pense que c'est l'essentiel. Au niveau technologie, je pense qu'on n'a pas trouvé encore aussi bien que l'œil et la main, quoi. Alors après, il faut quelque chose entre les deux, mais voilà. L'incroyable découverte des peintures de la grotte Chauvet a révolutionné les connaissances des historiens. Jamais des peintures de plus de 30 000 ans et d'une telle qualité technique n'avaient été révélées. Et pour Alain, ce ne sont pas que des dessins. On peut enlever les 30 000 ans qui nous séparent de ces peintures et ce sont des œuvres d'art à part entière, quoi. Des œuvres d'art réalisées en Ardèche, une région traditionnellement moins riche en art pariétal que la vallée du Lot, le Périgord ou le Quercy. Cette découverte permet d'espérer que d'autres cavernes ornées existent ailleurs en France. Karnak et ses 3800 mégalithes. Certaines légendes laisseraient entendre que ces blocs sont des légionnaires romains transformés en granit. Ces grosses pierres, parfois brutes, parfois taillées, datent de 4500 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces alignements ont été érigés par les hommes du Néolithique, mais les Celtes, et plus particulièrement les Druides, les célébrèrent à leur tour quelques siècles plus tard.
car ces menhirs, ces dolmens, sont orientés selon la position du soleil au moment des solstices d'hiver et d'été. Certains experts pensent que Karnak est le lieu choisi par les druides pour leurs assemblées générales. D'autres imaginent ces réunions en forêt de Brocéliande où la légende situerait le tombeau de Merlin l'Enchanteur. À 100 km à l'est de Karnak, au centre de la Bretagne, existe une forêt extraordinaire. Celle de Merlin, de la fée Viviane et de Lancelot du Lac. Selon les légendes, la forêt de Brocéliande est un lieu magique. Les étangs, les arbres ou les sources d'eau situées dans ce massif auraient des pouvoirs merveilleux, tels la fontaine de Jouvence. Pour les Celtes qui y vécurent entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère, ce lieu est chargé d'énergie. Ils viennent s'y ressourcer et y célébrer la forêt. Aujourd'hui encore, dans les sous-bois, on y croise des druides avec leurs apprentis. Un druide, c'est pour moi un multi-artisan. C'est un acteur et un auteur et un œuvrier. Donc il s'implique dans tous les champs d'activité humaine. Il est éminemment artiste, mais il est éminemment aussi historien. Il a la capacité de discerner l'équité dans les choses, donc il lutte pour la justice, pour l'équité. Il a une dimension sociale, il a une dimension politique. Alors politis au sens ancien, c'est-à-dire qu'il est soucieux de la façon dont les hommes et les femmes s'organisent entre eux au sein d'une cité d'hommes et de femmes. Le druide est un personnage essentiel chez les Celtes. Philosophe, théologien, juriste, médecin, il est aussi un proche conseiller des chefs, car le druide est le gardien des savoirs et des sagesses. Le monde n'est pas un monde linéaire, c'est pas une ligne droite, c'est un monde cyclique, circulaire, parce qu'on conçoit que la vie est circulaire et cyclique, et on cherche à se concilier cette harmonie et cet équilibre, parce qu'on a compris que si c'est bon pour la nature, pour les autres règnes, ça peut être bon pour le nôtre aussi, et qu'à partir de là, il vaut mieux se concilier ou se réconcilier avec ces forces, énergie et lumière, que de les ignorer ou de s'y opposer. Ce que l'on fait la plupart du temps, malheureusement. Voilà. Avant de devenir le druide Brandu, qui signifie le corbeau noir en breton, Alan fut assureur pendant 40 ans à Paris. Attiré par la spiritualité celte, il est rentré dans un cercle druidique en 1981, où il s'est formé pendant 2 décennies. La plupart des personnes qui suivent ce chemin, en fait, ne découvrent pas cet état de choses, mais recouvrent quelque chose qui pressentait en eux. Un beau jour, on leur dit, mais ça s'appelle la druidité. C'est une recouvrance, c'est pas une découverte. Et je découvre que c'est moi. Je suis reconnu, je suis nu en cela et recouvert par cela. C'est extraordinaire. Et ça vous fait pleurer des chaudes larmes de partout parce que, voilà, je nais enfin à quelque chose qui fait que je me comprends. Je comprends le monde, je comprends ma place dans ce monde. Sa mission est donc de guider les hommes, de les inspirer, de les rendre attentifs au monde qui les entoure. Brandu diffuse des connaissances ancestrales, mais ancrées dans notre époque. Un savoir transmis depuis des millénaires, puisque chez les Celtes, l'âme est immortelle. Le druide, c'est quelqu'un qui est en observation, en écoute permanente du monde. Et le druide ne fait que proposer des réflexions, des méditations, des pistes qui laissent chacun à sa façon explorer en fonction de ses affinités, de ses correspondances et de ce qui lui paraît à le nourrir, à le fortifier dans cet exercice difficile qu'est la vie. Brocéliande est magique, mais c'est une forêt quand même particulière, avec une énergie particulière. On ressent plein de choses, plein d'émotions, et c'est pour ça que j'ai eu envie de chanter. Merci Brocéliande. Brocéliande intrigue par les légendes qui prêtent vie aux esprits, aux elfes ou encore aux corrigans.
la forêt inspire les druides. De tradition animiste et naturaliste, ils célèbrent de nombreux dieux et déesses. Leurs rituels sont dédiés à la terre, à l'air, à l'eau et au feu. La nature elle-même, les animaux, instauraient déjà avec ce lieu un rapport particulier. Et c'est parce que les hommes ont observé ce rapport particulier qu'ils ont vu que les animaux ils se portaient mieux là, étaient dans de meilleures conditions, que les arbres poussaient mieux, se développaient mieux, la croissance était plus importante, qu'ils ont donné à ce lieu une valeur d'énergie spécifique. La nature, on s'en rend compte maintenant, parle et émet des vibrations de différentes façons, que ce soit par ses racines pour les arbres ou par leurs feuilles, les phéromones. On sait qu'il y a communication au niveau de ce monde. Et s'il y a communication au niveau de ce monde, pourquoi ce monde ne communiquerait-il pas avec tous les autres? Puisque c'est un ensemble qu'on appelle l'univers ou la création. Partant de ce principe simple, c'est que tout est vibration. Et toutes les sagesses le savaient bien avant Lavoisier et d'autres découvreurs. Eh bien, tout est possible. On est dans un champ du possible. Alors voilà, s'il y a symbiose à ce niveau-là, nous sommes aussi des éléments de la nature. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi symbiose entre nous et cette nature? Alan, c'est bon? Tu as trouvé ce qu'il fallait? Dans la tradition druidique, il faut protéger la nature et la remercier. Brandu dirige régulièrement des offrandes. Ce jour-là, il célèbre le hêtre et le chêne, arbres sacrés, magiques et surtout arbres protecteurs. Il y a une compréhension, une acceptation de cette nécessité de restituer à la terre tout ce qu'elle nous a offert depuis Beltane, depuis le début de la saison claire, quoi. Voilà. Donc, c'est une réciprocité de dons et de compréhension et d'intelligence et de conscience, quoi. Le chêne, c'est un peu comme le lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Le chêne, c'est considéré comme le roi de la forêt, parce que aussi c'est celui qui a la plus grande force, la plus grande radiation, qui est capable de gérer aussi la foudre, ce qui n'est pas rien. Donc, pour les valeurs qu'on lui attribue. Et c'est vrai que toute la mythologie reflète ce rapport du druide, du roi, de toute la celtitude. Toute la celtitude est quelque part conjointe au chêne. Donc ces traditions et sagesses anciennes sont au service de la vie et donc vont enseigner tout un art qui est un art de vivre, y compris par la mise à connaissance, la lutte contre la bêtise, la peur et l'ignorance, qui sont les fléaux de toute époque et de tout siècle, et qui malheureusement ont été entretenus par des hommes et des femmes de pouvoir ou des idéologies qui ont maintenu cet asservissement en prenant évidemment, en développant en tout cas un environnement de peur et d'inconnu. Les druides vivent dans leur époque et s'adaptent aux maux de leurs contemporains. Leur spiritualité s'exporte bien au-delà du monde breton. On a des amis druides aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Amazonie, on a un petit peu partout. Il n'y a pas de frontière à ça, il n'y a pas de délimitation, ni raciale, ni quoi que ce soit. Et puis il y a quelque chose qui est vraiment fondamental aussi, il y a un amour immense de la liberté. Pour ça, c'est un monde très difficile à organiser, à structurer, parce que c'est des libertaires, quoi, farouches. Des druides et des Celtes ont vécu sur tout le territoire gaulois. L'un d'entre eux, Diviciacos, est l'un des rares druides dont l'existence est avérée par des textes historiques. Originaire de Bibracte, il fut l'ambassadeur du peuple éduin auprès de Jules César. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Éduins, l'un des plus puissants peuples gaulois, installèrent leur capitale sur le mont Beuvray, dans le Morvan. Vercingétorix y fut proclamé chef de la coalition gauloise. Et quelques années plus tard, en 46 avant Jésus-Christ, il capitula face à Jules César. Ce dernier s'installa d'ailleurs quelque temps à Bibracte pour y rédiger ses commentaires sur la guerre des Gaules. Bibracte est un oppidum qui s'étendait sur 200 hectares et qui comptait entre 5000 et 20 000 habitants. Les fouilles révèlent l'existence de bâtiments publics, d'ateliers métallurgiques, ainsi que de grandes maisons d'habitation. Un patrimoine exceptionnel étudié depuis 1865.
Le but, c'est de bien observer donc, les différentes strates qui sont présentes. Et ça implique également qu'on doit bien nettoyer pour bien voir quelle est la stratigraphie qui se présente dans ces tranchées ici. Ici, on a plusieurs structures archéologiques. On a en fait plusieurs niveaux qui semblent être des niveaux d'incendie. On trouve pas mal des objets. En fait, on a des fragments de tuiles qui sont préservés, mais aussi des petits fragments de céramique. Et donc ceux-là, on essaie de les laisser dans la stratigraphie pour qu'on puisse les observer par après en 3D. Chaque année, des dizaines d'étudiants et d'archéologues de toute l'Europe viennent à Bibracte poursuivre leurs recherches. On trouve aussi des choses, c'est pas seulement des cailloux. Donc voilà, ici, un bout d'amphore qu'on voit très bien, clairement, dans le profil. J'ai un bout d'amphore ici aussi, des petits bouts qui dépassent. Elles viennent de Toscane, donc elles contenaient du vin. Et les Gaulois aimaient beaucoup le vin, et donc ils en consommaient apparemment des quantités. Les Gaulois appréciaient le vin, mais aussi la bonne chair. Anne Flouest, spécialiste de l'archéocuisine, utilise régulièrement ses chaudrons pour cuisiner comme la gauloise. Les résultats des fouilles menées à Bibracte sont propices à enrichir sa pratique. L'archéocuisine, c'est la reconstitution, du moins essayer de retrouver les gestes, les pratiques, les repas, la composition des repas, d'après les données archéologiques, d'essayer de faire une cuisine vraisemblable, une cuisine qu'une Gauloise aurait pu faire. Alors, dans le chaudron, il y a évidemment la potion magique de Bibracte, avec quelques navets, quelques poireaux, un brin de céleri, un chou bien paumé, et puis un petit bout de plat de côte, un vieil os de jambon et du sel, et puis pour parfumer, un brin de céleri. Je pars du principe que la Gauloise, pour faire la cuisine, elle fait son marché. Donc moi, je fais mon marché auprès des archéobotanistes, auprès des archéozoologues. Et là, je sais que j'ai droit à du blé, j'ai droit à de l'orge, j'ai droit à du miel, puisque dans les céramiques, les chimistes nous affirment qu'il y a eu du sucre. On peut retrouver des inclusions de matières grasses de bœuf, de poisson ou de caséine de lait. Donc tout ça, ce sont les données précises des archéologues. Les commerçants, les artisans, les frappeurs de monnaie ou les élites de Bibracte ne mangeaient pas de la même façon. Les vestiges des poubelles peuvent donner des informations aux archéologues, comme Bernard Lambeau à Six-Romance. Il a fouillé tout un village et il sait même que selon les quartiers et selon la classe sociale, on ne mange pas la même chose. Ça, c'est aussi un sujet. Donc, on a des idées et quelquefois, on a peu de détails pour le quotidien. Et c'est ce qu'on essaie de refaire à Bibracte, de retrouver cette cuisine vraisemblable au quotidien. Je vais faire un petit farci de choux que je vais faire cuire dans le bouillon. On va rouler ça dans la feuille de chou, ce légume quand même traditionnel. C'est typiquement ce qu'une Gauloise aurait pu faire. Immergé dans le bouillon du chaudron, ça fait des préparations absolument délicieuses et qui cuisent facilement. Je vais finir de rajouter ces pâtes de poule, puisque le poulet a été mangé hier. Le cou du noix. Et voilà. Donc ça, je pense que ça devrait faire un bon bouillon pour ce soir. Les Gaulois se nourrissaient essentiellement des produits de la cueillette ou de la ferme, mais contrairement aux personnages d'Astérix et Obélix, ils mangeaient peu de gibier. On
on se rend compte, malgré tous les clichés, c'est que la cuisine gauloise n'est pas grasse, n'est pas une ragougnasse comme on pourrait l'imaginer un peu a priori. C'est une cuisine à l'eau. Et la gauloise manque un peu de matière grasse parce que les petits cochons ne sont pas gras comme aujourd'hui. L'huile d'olive qui arrive par renfort du monde méditerranéen est une huile qui est réservée, qui n'est pas faite pour faire de la salade et qui n'est pas faite pour faire des fritures puisqu'on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'ustensiles pour faire des fritures. La gauloise cuisine au bois et fait cuire des aliments dans des plats en céramique ou dans son chaudron. C'est une cuisine continue parce que la gauloise prépare une soupe avec le reste de la soupe. Elle va l'épaissir le lendemain avec du blé pour faire une bouillie. Cette bouillie, elle finira sèche, en galette, au coin du feu. On utilise tout et on jette au minimum. Tout était fait maison. À cette époque, pas de meunier. C'est la gauloise qui faisait tourner la meule et cela prenait du temps. Il me faut quand même plus d'1h30 pour faire 1 kilo de farine sur la meule. C'est sûrement un des gestes les plus physiques. Et puis le chaudron, il faut le manipuler. Quand on remonte la crémaillère et qu'on le manipule, le chaudron, c'est lourd. Aujourd'hui, si le chaudron est passé de mode, la cuisine gauloise fait toujours partie de notre quotidien. Notre cuisine s'enracine de la cuisine gauloise, de même que la cuisine de la gauloise s'enracinait dans la cuisine de sa grand-mère néolithique 2000 ans ou 3000 ans avant, qui était une cuisine à l'eau, comme nous maintenant, avec les pot-au-feu, les bouillabaisse, les pots-chouzes, tout ce qui va être farinade d'aujourd'hui, bien s'enracine dans la tradition gauloise. Jules César et les légions romaines étaient donc déjà en Gaule à l'époque faste de l'oppidum de Bibracte. Petit à petit, le territoire fut romanisé. À cette époque, les régions de Narbonne et d'Aix-en-Provence étaient déjà des colonies romaines. Nous voici dans les Bouches-du-Rhône. L'abbaye de Montmajour, construite par les moines bénédictins, annonce la ville d'Arles, située à quelques kilomètres de là. Arles était aussi appelée la petite Rome des Gaules par les Romains. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César y fonda une colonie pour remercier les habitants de l'avoir aidé pendant le siège de Marseille. Grâce à ce statut, la ville se développa et se transforma en une cité moderne protégée par sa propre légion. Aujourd'hui encore, à Arles, des légionnaires campent. Ce sont les hommes de la Légion Augusta VIII, version XXIe siècle. Leur chef, c'est Vincent Merkenbeck, ou plutôt Marcus Cordius Flavius Mentula. Ici, on n'est pas sur du spectacle, on n'est pas déguisé, on est costumé, on a une panoplie. Donc on fait partie d'une association de médiation culturelle qui utilise la reconstitution historique pour promouvoir les humanités classiques et le monde romain du 1er siècle, et plus spécifiquement le monde romain de la période flavienne, donc la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Expéditeur! Venirez! Dans l'association, il y en a tous des profils très différents. On a quelques personnes qui sont issues du monde scientifique, archéologique. Donc on est 3 archéologues dans l'association, on a des profs d'histoire, professeurs en menuiserie bénisterie dans un lycée technique, et après des gens que j'aurais jamais rencontrés, comme on a un ingénieur qui est sur Toulouse, on a un officier dans les sous-marins nucléaires, on a un plombier chauffagiste de Besançon, un cuistot du Périgord, enfin des gens très, très variés, quoi. Et moi, tu me fais pas la vie? Toi, t'as toujours plus de voix, toi? Hein? T'as toujours plus de voix? Non, t'as été voir un médecin ou quoi? On est essentiellement des garçons et des mecs qui ont un caractère très, très trempé. Donc c'est assez rigolo. Et les gens viennent aussi pour cette ambiance-là. Ah, Sinistram. Ah, Dextram. Consistere. Sinistram. Ah, Sinistram. Dextram, droite, dextram, sinistram, gauche, gauche, sinistram. Silencium.
Venire pergere. Ils échangent non pas en français, mais en latin, Ah bah punaise. et portent les tenues des légionnaires dont chaque élément est scrupuleusement vérifié. Dex, index, ad sinistram. Ralentis quand tu tournes au centre. On a un comité scientifique au sein de l'association qui est composé des historiens et des archéologues qui permet de valider les tenues et d'orienter le choix des membres vers tel ou tel équipement et tel ou tel objet à reconstituer, quoi. Le but est vraiment de transmettre la véracité historique, archéologique et la rendre accessible au grand public. Le couvre-nuque touche l'armure. Regardez bien ici, aucun coup ne peut passer. Le coup arrive soit sur la triple épaisseur côte de maille casque, soit sur la côte de maille. Les oreilles sont dégagées pour écouter les ordres. Une légion comptait 5500 soldats et tous étaient volontaires. Leur engagement durait 25 ans. Un quart de siècle pendant lequel ils se battaient, voyageaient en Europe, en Afrique, en Asie et bâtissaient des villes. L'armée romaine ne fait pas que se battre. Beaucoup de légionnaires n'ont probablement peut-être pas vu de champ de bataille. Et en dehors du combat, l'armée romaine est utilisée pour faire du génie civil, de la construction de routes, de ponts, d'aqueducs, faire le travail de nos préfectures actuelles, ou gendarmerie, ou police municipale. C'est vraiment un travail très divers. Les Romains ont laissé en Gaule des vestiges remarquables, comme ici à Glanum, près de Saint-Rémy-de-Provence. Ou ici, au pont du Gard, où est construit l'aqueduc le plus haut du monde romain. Le droit actuel français découle en très grande partie du droit romain. Notre structure familiale découle aussi de la structure familiale antique. Et puis après, l'intégralité des vestiges qu'on a aujourd'hui, qui recouvrent le territoire national, découle du monde romain. Et c'est un très bel héritage, comme ici à Arles. À Arles, justement, les légionnaires d'Augusta VIII continuent leur entraînement. Là, tu prends le scouta, tu lèves, t'enveloppes, tu tournes ta main et tu remontes. Ok? Vas-y. Sans idée de manœuvre. Alors là, par contre, tu te redresses tes jambes. Voilà. Et par contre, ton bouclier doit venir, voilà, sur le sien. Voilà. Tu te dis qu'il y a des chevaux qui vont venir te taper sur la gueule quand même, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, faut pas être tassé, écrasé. Tu vois, sinon ça manque d'efficacité. Tu vois, le mur s'effondre, entre guillemets. Et là, à genoux, t'es debout, t'es droit, tu peux tenir 1 heure comme ça, quoi. OK? Expedita! Mon intérêt, en tout cas, au sein de l'association est multiple. Donc déjà, de par ma profession, je suis archéologue, ça me permet de mettre en pratique des objets que je trouve éventuellement en fouille et de se remettre en situation. Il n'y a rien de tel que de comprendre une cotte de maille quand on la porte, c'est mieux que de la porter pour comprendre ce que c'est. Donc c'est valable pour tout, pour la position de combat d'un légionnaire, pour le poids des équipements. On a fait une marche expérimentale, on a marché 130 km avec tout le pactage pour justement comprendre et se mettre en situation et confronter les données de la réalité d'une marche avec les quelques sources qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas non plus tant de sources que ça, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, on a fait un gros travail d'expérimentation sur le matériel, comment on accroche le bouclier dans le dos. Donc là, on n'a aucune trace archéologique et on a dû tester différents systèmes de sanglage pour comprendre lequel était le plus approprié. Et le défaut de l'archéologie a été comblé par l'expérimentation. On s'est rendu compte que c'est plus ou moins comme ça qu'on devrait porter que juste avec une sangle bêtement attachée, etc. Pour Vincent, ces reconstitutions permettent aussi de lutter contre les idées reçues transmises par les péplums ou les bandes dessinées. On voit notamment dans Astérix Obélix les légionnaires qui ont tous une cuirasse segmentée, etc. Obélix, il porte bien un menhir alors que c'est pas du tout la période gauloise et que le légionnaire qui porte une segmentée n'existe pas à la période qui est censée représenter la bande dessinée. Donc déjà là, il y a un mélange. Donc les gens, ils sont déjà étonnés de ça. Ils sont étonnés de la diversité de l'équipement. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'uniforme dans l'armée romaine, donc on leur explique ça. Et après, des fois, c'est des points de détail, comme par exemple le fait qu'il y ait finalement peu de Romains d'Italie
qui sont dans les légions. C'est essentiellement des légions qui sont composées de légionnaires qui viennent de tout l'Empire, et ce, dès la guerre des Gaules, où César embauche des Gaulois dans son armée romaine. L'héritage romain n'est pas qu'architectural, philosophique ou politique. Les Romains ont aussi redessiné notre paysage. Au début de l'ère chrétienne, un ingénieur dénommé Pecius a été à l'origine d'une petite révolution. C'est lui, le premier à avoir organisé un réseau de canaux transportant l'eau de mer jusqu'à des cristallisoires pour la production de sel. En Camargue, à quelques kilomètres de la Méditerranée, se situe la ville d'Aigues-Mortes, une zone de marais, de sable et d'eau où le sel est produit depuis plus de 2000 ans. Le Salin s'étend sur une longueur de 18 km du nord au sud et sur une largeur de 13,5 km d'est en ouest. L'eau y est rose à cause d'une algue microscopique bourrée de bêta-carotène. C'est ici que travaille Luc Verne depuis les années 80. Il est saunier. Les Romains ont compris très vite que c'était un lieu stratégique, donc ils ont découpé la nature en morceaux. Ils ont créé un salin avec un circuit d'eau et tout simplement parce que, comme vous le savez, le Moselle, c'est la base du salaire. Le mot salaire est tiré du Moselle. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exploitaient le sel et ils payaient leurs soldats avec. Le salin d'Aigues-Mortes a toujours existé. Alors pas dans cette configuration. C'est d'abord la mer qui est rentrée, qui a laissé du sel. Puis au fil des années, le sel a été exploité par l'homme, plus ou moins. Il a fallu plus de sel, donc l'homme a eu des techniques qui se sont améliorées. Et maintenant, on est sur un salin qui fait 10 000 hectares. C'est quand même Paris intramuros. On a approché le sel de la ville, le sel était beaucoup plus loin avant, et donc la nature fabrique ce sel, et nous on le ramasse. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Faites attention de ne pas glisser. Allez, tu vois, il y a de l'eau. Et on va l'enlever, tu vois. La croûte on l'enlève, hein. Comme ça, il nous restera la fleur de sel dessous, que l'on ramassera. Depuis 15 ans, Luc s'occupe plus particulièrement de la récolte de la fleur de sel. Je suis devenu saunier par hasard. Les études ne me passionnaient pas. Donc, je suis natif du village d'Aigues-Mortes, à côté. J'ai postulé, on m'a pris, j'ai essayé. Ça m'a plu de suite. Les anciens m'ont encadré, ils m'ont appris le métier. Et depuis 1980, je suis saunier. Le métier de saunier, c'est un métier d'extérieur. On fait circuler de l'eau. On prend de l'eau à la mer et on l'amène à travers des étangs. La nature, avec l'évaporation, le vent, le soleil, le vent de terre, le vent du nord, le soleil concentre l'eau et on l'amène vers les cristallisoires. Alors faire du sel, c'est pas compliqué. Le faire au bon endroit, c'est beaucoup plus compliqué. Luc a travaillé ici toute sa vie. Il maîtrise l'eau et sait la faire circuler pour augmenter son taux de salinité. Alors, cette densité? 292. Ah, ça, c'est une super concentration de sel, ça, ouais, super. On va pouvoir ouvrir le porte-martelière. Ben, le temps nous s'y prête, on a du Mistral, le vin sec, ça va donner. Allez, on y va. Mettre les tables, tu ouvres le salin gauche, on va ouvrir. Allez, c'est parti. Avec les eaux claires comme ça, on va pouvoir alimenter les tables. Et
Comme ça, bien besoin. Ouais, c'est les jours de l'année, hein, ça. Hein. Ouais, c'est les jours de l'année. C'est les jours de l'année. Ça va nous donner 3 heures de pompage. La fleur de sel, c'est un don de la nature. C'est un phénomène qui se passe la nuit, c'est le choc thermique entre la relative fraîcheur de la nuit, je dis bien relative chez nous, et la chaleur de la journée. Donc ce choc se forme et la fleur de sel va être en surface du cristallisoire. Et doucement, elle va glisser, glisser, glisser en bordure. Et on la ramasse en bordure. Voilà, prends un peu de par terre. Voilà. Tu recules un peu s'il faut. Tu te recules un peu. Pas trop près, non. Pas trop près, voilà. Comme Samir il fait là. Tu es gaucher, Samir. Ça se voit. La fleur de sel, ça a toujours existé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le boulot, les anciens qui avaient 60 ans, 65 ans, ils allaient en bordure du cristallisoire, ils récupéraient la fleur de sel, ils salaient leur repas avec. Il y a des choses qui ont changé parce que ça a évolué. Mais la base du métier, elle n'a pas changé. Là. Un petit peu derrière toi, là. C'est le temps quand tu marches. 20 ans. Tu vois? T'es pas dit, Jason? Bravo, Jason, bravo. Voilà. T'es meilleur qu'Axel. Les 99% du métier de saunier, elle s'apprend sur le terrain. Et essentiellement sur le terrain. Comme quoi, la gestion des orages, tout simplement. On intervient le jour, la nuit. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à l'école d'alléger. Dans notre terme, alléger, ça veut dire expulser l'eau de pluie qui est tombée 2-3 heures avant. Alors, l'eau de pluie, malheureusement, elle ne tombe pas toujours vers 14 heures. Elle peut tomber à 11 heures du soir, à 2 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Elle peut tomber n'importe quand. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite intervenir, ouvrir les portes. Et l'eau douce qui est en surface va glisser par-dessus. Donc automatiquement, on va arriver à l'expulser du cristallisoire. Le sel, si on ne le protège pas de la pluie, il disparaît, il fond. Et le but, c'est pas qu'il fonde, c'est qu'on puisse le récolter. Je suis très fier de faire ce métier parce que je dis toujours que c'est un métier qui est magique. Hein. On transforme du liquide en solide. À un moment donné, quand il y a une salière à la baleine sur une table, c'est notre fierté parce que d'abord, c'est un peu notre mère, la baleine. Donc on transmet quelque chose. On transmet un savoir d'abord par notre métier et en plus, on transmet un produit qui est magnifique. C'est bon, les gars! Merci à tous. À l'ouest d'Aigues-Mortes, toujours en Languedoc-Roussillon et toujours sous l'impulsion des Romains, se développa la culture de la vigne. Les fermes et les exploitations viticoles se multiplièrent à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le vin de Béziers est si réputé qu'il est même exporté et vendu à Rome dès 50 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur les hauteurs de Cabrières, se situe le Clos romain, domaine sur lequel se dressait il y a un peu moins de 2000 ans une villa gallo-romaine dans laquelle des amphores ont été retrouvées. Céline Bockel a donc décidé de faire renaître la tradition des lieux. Depuis 2008, elle produit du vin en amphore. Je trouvais ça fascinant de passer de raisin, jus de raisin, à de l'alcool. Et le vin rouge, je trouve ça tellement divers selon les terroirs, selon les millésimes. Et je voulais comprendre ça.
Et du coup, en faire moi-même, comme si un peu je pouvais maîtriser ce qui me fascinait. Par contre, le faire, c'était pas le faire n'importe comment, c'était le faire naturellement et en cultivant forcément les vignes en agriculture biologique. Il y a quelques années, des archéologues ont découvert sur sa propriété des vestiges d'une villa gallo-romaine cachée sous la végétation. Un pressoir a également été retrouvé. Donc là, voilà, on arrive à l'intérieur des vestiges. Là, on voit des premiers petits murets qui ont été montés. Et ici, donc, les pierres qui ont été amenées, elles sont toutes recouvertes par la mousse. Voilà, et là-bas, il y a des autres petits murets qui sont un peu plus élevés. Donc, c'était certainement les murs intérieurs. Il y a eu des fouilles sur cette ville-là. Ils ont retrouvé donc des restes d'amphores, des restes de pressoirs. Et a priori, d'après le rapport que j'ai lu, c'était une grosse installation. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai trouvé qu'effectivement en Italie, en Géorgie, il se faisait du vin en amphore. J'ai eu un espèce de déclic, je me suis dit c'est pur, c'est minéral, c'est très évolué mais pas du tout oxydé. Et il n'y a pas ces apports de bois qui me gênent dans les vins élevés en fût. Mais j'ai passé des soirées à chercher du coup comment faire, est-ce que j'allais les enterrer, est-ce que j'allais pas les enterrer, est-ce que j'allais faire la vinif dedans, est-ce que j'allais juste faire l'élevage. Du coup je me suis dit je vais pas faire que des rouges comme ça, je vais vraiment essayer de démontrer que selon le contenant, on n'aura pas du tout le même goût et le même vin après. Les vendanges s'effectuent au petit matin pour ramasser le raisin encore frais. On va compléter comme ça. Ah, attends, j'en ai vu une. La moisie. C'était un peu pourri. Voilà. Les gens qui disent le vin bio, ça sent la terre, c'est pas bon. Ou là, c'est pas le fait qu'il soit bio ou pas qui va. Si quelqu'un sait faire du vin, qu'il soit bio ou pas, il sera bon. Et s'il sait pas le faire, c'est pareil. Tu le vois le champignon là. Alors là, quand c'est comme ça, comme le reste est beau, tu enlèves ce qui est moche. Et puis tu goûtes celui qui est à côté pour voir si. Là, c'est bon. Regarde, tu vas à la suite de. Ouais. Au début, quand j'ai commencé, j'avoue qu'il y a plein de gens qui ont rigolé, qui n'ont pas forcément compris. Et maintenant, j'ai eu plein de visites, etc. Et il y a pas mal de vignerons qui sont assez convaincus. Et du coup, oui, maintenant, je pense qu'on est pas mal dans l'Hérault à avoir commencé. En tout cas, dans le Languedoc, on va être plusieurs. Ouais. Qui a envie d'aller à la cave avec moi pour commencer à faire les grappoirs. Jean-Noël, Jean-François, tu viendras avec nous à la cave. On va beaucoup plus trier qu'hier à la sortie des grappoirs. Un cinquième de la production de Céline est vieillie en amphore, ces jarres en terre cuite appelées autrefois dolia et utilisées par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Pendant les fermentations, les températures restent très basses en amphore. Et après, au cours de l'élevage, il y a beaucoup plus d'échanges dans les amphores. Il y a une micro-oxygénation qui se fait moins dans la barrique. Les amphores sont beaucoup plus poreuses que les barriques. Puis évidemment, elles sont neutres en termes d'apport de goût. Ça restitue le terroir et le cépage. On a vraiment le fruité pur. J'ai lu plein de bouquins et c'est surtout des vignerons expérimentés et eux vraiment dans le bio et le vin nature qui m'ont aidé, qui m'aident toujours d'ailleurs, parce que je passe souvent des coups de fil quand même quand je suis trop angoissée. Et j'apprends toujours, j'ai pas fini d'apprendre. J'en ai laissé un peu du jaunier qui n'était pas trop mûr. Vous avez pris pas mal de couleurs, c'est bien. Ouais, en me disant qu'on repasserait à la Une œnologue passe régulièrement pour conseiller Céline. C'est bien coloré déjà, waouh. Oui, en fait, il y a de la syrah au fond. Il y a 15% de syrah. Ouais. Non, il n'y a pas de phonée, rien. Ça va, ne vous inquiétez pas. C'est toujours. Mais je sais.
Je suis là toujours pour vous. Non, mais là, je vous le dirai parce que là, ça fait un moment que je manège et des faux rouges, j'en ai eu. Ça disparaît, mais là, il n'y a rien. En 2008, pour sa première cuvée, Céline a produit 300 bouteilles dont le nectar est issu des amphores. Un vin délicat et singulier qui attire de plus en plus les connaisseurs. Je veux surtout pas m'agrandir. S'agrandir, ça veut dire travailler autrement. J'ai envie d'arrêter le tracteur aussi. J'ai acheté 2 ânes. Le rêve, c'est un peu d'utiliser un de mes ânes pour faire quelques labours. Et du coup, parce que je suis assez extrémiste quand même. Donc, surtout pas s'agrandir, parce que tout ça, je pourrais plus le faire. Et ça aura plus le même sens. C'est pas si simple, je pense, pour une femme dans un milieu qui reste très masculin et relativement macho quand même, disons-le. Et c'est pas si simple non plus de faire une petite cave particulière sur une zone où il n'y en a pas tant que ça. Et qui plus est quand on n'est pas de la région. Et encore plus quand on n'est pas du milieu agricole. Parce qu'en général, les gens vous disent, ma pauvre, mais tu vas te planter, tu vas pas rester 2 ans. Voilà, ça fait 7 ans. Dans le prochain épisode de Histoire Made in France, nous redécouvrirons le Moyen-Âge. C'est une époque charnière faite de bouleversements politiques, économiques et spirituels.